Mardi 16 avril 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore dans un autre numéro de cette émission Café Débat qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, je reçois comme invité pour vous Dr Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, CNOX. C'est un habitué de cette émission. Avec lui, évidemment, nous allons aborder trois sujets majeurs, notamment ce débat qui prend place depuis un certain temps autour de la constitution guinéenne. Faut-il une nouvelle? Faut-il la réviser? En tout cas, toujours est-il qu'il est ancien membre du CNT, cette institution, sinon cette entité qui, en 2010, s'est focalisée sur la mise en place d'une nouvelle constitution de 2010. Il va nous parler de cette situation. Et puis, lutte contre les détournements de biens publics. Vous avez connu le sort qualifié de très lourd, pour certains de très triste, de Paul Moussa Diawara, ancien DG de l'Office guinéen de publicité, de 5 ans de prison ferme. Nous en parlions hier avec confiscation de biens, remboursement de plus de 39 milliards de francs guinéens, puis 50 millions d'amendes et 9 milliards de dommages et intérêts. Il nous parlera de tout ça en tant qu'acteur de la société civile. Avec le président de la République, ils ont parlé évidemment de lutte contre les détournements et la corruption. Qu'est-ce qu'il pense de ce sujet? Tout à l'heure, il en parle. Et puis, retard dans l'installation des conseils régionaux et des chefs de quartier. Le rapport entre ce retard et la possibilité d'être dans le temps, dans l'organisation des élections législatives à venir. Docteur Dansa est déjà sur ce plateau pour nous parler de ces trois sujets. Bienvenue, docteur. Merci. Alors, première question de curiosité, comment se porte toujours le CNOX à Conakry et sur l'ensemble du territoire? Alors là, si le CNOX est une grande structure qui remet toujours en cause, n'est-ce pas, les mandats, n'est-ce pas, de ses démembrements, je veux dire, qui organisent des élections. Nous avons terminé les élections sous-préfectorales, nous avons terminé les élections préfectorales et communales. Nous rentrons dans les élections régionales dans quelques jours. Ensuite, les élections nationales. Donc le CNOX est en ce moment dans une phase de renouvellement des instances? Exactement. À la base? À la base. C'est ça, la vie démocratique. Qui va se solder par quoi? Par un congrès national. Exactement. Pour quand? Disons dans quelques mois. Ça ne va pas prendre du tout, ça ne va pas durer longtemps. Donc dans quelques mois, le congrès national aura lieu. Bien sûr. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Bon, ça, je me réserve le droit de le dire maintenant. Ça dépendra de l'évolution de la chose. Tu sais, un acteur, tu as l'obligation de changer au moment où il faut. Donc, pour le moment, la constitution du CNOX me donne droit à un autre mandat. D'accord. Donc ça dépendra de moi de me présenter ou de ne pas le faire. Mais pour le moment, je ne suis pas dans un débat de ce genre. C'est important de savoir si effectivement vous avez droit à un autre mandat ou est-ce que vous alliez au-delà, parce que c'est le débat en ce moment sur le terrain politique. Au niveau du CNOX, ça ne s'est pas encore présenté. Et d'abord, c'est la seule organisation de société civile qui organise des élections. D'accord. Si vous en connaissez d'autres, dites-moi. Alors, ceci nous donne une légitimité parce que on a un mandat actuellement de 4 ans renouvelable une fois, une seule fois, et nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Ça, c'est une disposition du CNOX. Voilà. Et pour le moment, nous n'avons pas encore eu des cas où un président a exercé plus de 2 mandats. Et je ne crois pas être celui qui va le faire. Donc, je suis à mon premier mandat. C'est vrai, il y a eu un retard de quelques mois par rapport au renouvellement des instances, mais qui prend du temps, parce que s'il faut faire 303 sous-préfectures, et 33 préfectures et 5 communes de Conakry, c'est à la fois de l'argent et à la fois des efforts. Et le déploiement de ressources humaines aussi sur le terrain. Non, en fait, toutes les entités locales sont autonomes par rapport à l'organisation de leurs élections. D'accord. Le bureau national met en place les directives qui sont suivies au niveau local pour le renouvellement. C'est-à-dire le congrès sous-préfectoral est présidé par le bureau sortant et les autorités de la place qui supervisent. Bien.
Voilà donc pour votre gouverne, en tout cas ceux qui s'intéressent à la vie du CNOX, le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. L'info fraîche, c'est que le CNOX est en phase de renouvellement de ces instances, donc d'élection à la base en ce moment, et puis suivra le congrès national qui verra l'élection des membres du bureau national du CNOX. Et comme vous l'avez compris, Dr Dansa a fait pour l'instant un seul mandat de 4 ans. C'est possible ou non, on ne sait pas en tout cas qu'il soit candidat pour un second mandat, mais c'est dans un bref délai. Alors oui, parlons d'autres sujets. Cette fois-ci, j'ai dit que le débat, depuis près d'un mois ou deux, est occupé par cette fameuse constitution. Est-ce qu'il faut la toucher ou pas? Dans un premier temps, on a vu que c'était une structure de la société civile qui avait commencé à poser le débat, la structure Ma Cause. Et puis, c'est devenu un débat populaire maintenant. Ça se passe sous fond de campagne sur le terrain, de folklore même. Et on a même des cas d'affrontement qui commencent. Mais avant de parler de tout ça, je l'ai rappelé, vous avez été membre du CNT et qui a activement participé aux réflexions, aux débats qui ont constitué à la mise en place de cette constitution de 2010. Oui, est-ce que vous pensez que cette constitution à laquelle vous avez participé à mettre en place a besoin d'une retouche aujourd'hui? D'abord, ce n'est pas une organisation de la société civile qui a posé le débat. D'accord. Depuis longtemps, vous savez, depuis à la fin du premier mandat du président et le début du second mandat, le débat sur la révision constitutionnelle a commencé. Alors c'est beaucoup plus ancien. Mais côté société civile, c'est Ma Cause qui a commencé à poser le débat il y a quelques mois. C'est important. En fait, il y a des grands principes dans la Constitution. D'ailleurs, la plus grande fierté que j'ai eue en tant que Guinéen, c'est de participer à l'élaboration de cette Constitution. À 28 ans, et jouer un rôle de premier rang. En 2010. En 2010. Alors, pour moi, je suis très à l'aise de pouvoir parler de cette Constitution. C'est vrai, je n'avais pas beaucoup d'expérience pour pouvoir comprendre un ensemble de choses. Mais c'était très excitant pour un jeune d'être associé à une décision qui va marquer l'histoire du pays pendant plusieurs décennies. La deuxième précision que je vais donner, la Constitution a été adoptée dans un contexte. D'abord une transition, mais avant une transition, un coup d'État militaire qui a connu successivement Dadis Camara et Sékou Konaté à la tête de l'État, et des accords de Ouagadougou. Ce que les auditeurs ne savent pas, la signature de l'accord de Ouagadougou, je crois du 10 janvier, si je ne me trompe pas, est la conséquence d'autres débats qui ont eu lieu à Ouaga. Les forces vives d'alors et les leaders politiques que vous connaissez, Alpha Condé, Sidia Touré, Lansana Kouyaté et d'autres leaders politiques. Lansana Kouyaté était Premier ministre. Non, c'est pas Lansana Kouyaté, il n'était pas Premier ministre, il n'était même pas encore rentré en politique. Je veux parler d'autres leaders politiques. Les plus majeurs du pays se sont retrouvés à Ouaga avec la société civile et les syndicats pour discuter de la transition. Alors cette transition naturellement était consécutive aux événements de janvier-février 2007 que vous connaissez, qui ont marqué un certain nombre de choses, dont on a connu un Premier ministre, Lansana Kouyaté, ensuite qui a été limogé et remplacé par Ahmed Tidiane Souaré, et à la fin, au début du mandat de Ahmed Tidiane Souaré à la tête de la primature, il y a un groupe de jeunes dont je faisais partie qui a adressé une lettre ouverte au président Lansana Conté pour demander la démission d'Ahmed Tidiane Souaré et de mettre en place un gouvernement d'union nationale présidé par un Premier ministre dont les caractéristiques ont été données, et ensuite la mise en place d'un conseil national de transition qui devait jouer le rôle de l'Assemblée et mettre en place... Dont le mandat était échu à l'époque. Mais les gens n'en parlent pas souvent. Je reconnais dans ce groupe-là, il y avait Kerno Baldé, qui est avocat, il y avait Bogos, il y avait Mokhtar Diallo, Alassane Camara de Ma Cause, etc. Et moi-même et d'autres que vous connaissez. Alors cette lettre a fait tache d'huile et après quelques mois, 1 ou 2 mois, il y a eu la mort de Lansana Conté et la junte militaire a profité pour prendre le pouvoir et on a amorcé une nouvelle phase de discussion. Donc la deuxième vague de Ouaga s'est passée,
et on n'a pas eu un accord. L'accord était la mise en place d'un CNT qui a été repris par la junte militaire, mais qui n'est pas l'idée originelle de la junte militaire. Ça a été proposé par le collectif des organisations de la société civile d'alors. Alors, ceci nous a permis très rapidement, pour me résumer donc, à avoir les accords de Ouaga qui ont été paraphés pour la mise en place des organes de la transition, dont le président de la transition, Sekouba Konaté, le gouvernement de transition dirigé par un premier ministre issu des forces vives, Jean-Marie Doré a été choisi, le Conseil national de transition devrait jouer le rôle de l'Assemblée nationale, et Rabiatou Sera Diallo et ses deux vice-présidents religieux ont été mis à la tête, ou bombardés à la tête du CNT, qui était initialement de 101 membres, mais qui est passé à 159 membres. Ce débat, c'est un autre débat, parce que le CNT, selon les accords de Ouaga, était 101 membres. 101. Quand est-ce qu'on est passé à 159, ça, c'est nous qui connaissons ces secrets. Bien. Alors, il y avait des personnes ressources qui ont été cooptées par Rabiatou, différents des 101 membres. Et quand le projet a été déposé sur la table de Sekouba Konaté, il a dit, mais pourquoi deux listes différentes? Alors, faisons-en une. C'est comme ça, le nombre est passé à 159. Les 59 personnes, les 58 personnes étaient des personnes ressources qui ont été cooptées, ça et là, pour aider le CNT à faire son travail. Mais cette confusion a marqué le passage de nombre et qui a été critiqué à la fois par les membres du CNT, par l'opinion, qui disait, mais de 101, comment on s'est retrouvé à 159? Une parenthèse juste. Cette constitution avait pour mission essentielle de retourner au peuple sa souveraineté. C'est pourquoi l'article 2 et 3 de la Constitution dit long sur cette souveraineté qui appartient au peuple et qui s'exerce par référendum ou par des représentants élus. On dit aucun individu ou aucun groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est clair. Donc quand on parle de débat constitutionnel, ce n'est pas le monopole d'un petit groupe. Évidemment. C'est la souveraineté, la manière dont la souveraineté nationale doit s'exercer par rapport à la Constitution. Il y a toujours une sorte d'onde de choc. C'est une révolution de rue. Vous avez vu le cas algérien. C'est le printemps arabe qui les a amenés à changer les constitutions. Il y a des événements en Guinée. En Guinée, c'est les événements de 2007 qui ont contesté la légitimité du pouvoir de Lansana Conté parce qu'il a changé la modification pour se maintenir au pouvoir. Et après la prise du pouvoir par l'armée, un coup d'État, ça nous a permis d'aller à une nouvelle constitution. Donc, il y a des événements précis qui varient, dont la nature varie d'un pays à un autre, qui peut amener un pays à s'intéresser à une nouvelle constitution. Mais toujours est-il, les décisions appartiennent au peuple. Et personne ne peut s'en attribuer l'exercice, sauf le peuple. Et le peuple, comment il s'exprime? C'est par référendum, ou par l'Assemblée nationale, ou par ses élus à l'Assemblée nationale. Je ferme cette parenthèse. Alors, je ne suis pas là pour parler boc et oncle de la Constitution, du travail que j'ai fait. Parce que dès que le travail du CNT a pris fin, on a été reversé au sein de la population globale. Le travail appartient au peuple de Guinée. Ce n'est pas un travail du CNT. Donc quand un membre du CNT pense à la prétention de Mordicus défendre ce travail, c'est qu'il ne sait pas la mission. La mission qu'on avait, c'est le peuple qui nous a confié. Et après notre travail, le travail est mis à la disposition du peuple. Ça devient un texte du peuple de Guinée. C'est un travail parce que le CNT a agi au nom du peuple de Guinée. Alors personne ne peut contester ça. Et la légitimité du CNT ne peut pas faire l'objet de débat. Les accords de Ouagadougou qui ont été paraphés par le représentant de la CEDEAO, l'émissaire de la CEDEAO d'alors, qui était Blaise Compaoré, et qui a été soutenu par le groupe de contact sur la Guinée. Donc la communauté internationale a souscrit aux accords de Ouagadougou. Et en Guinée, le CNT était composé de toutes les grandes formations politiques du pays d'alors. Le PUP, le RPG, l'UFDG, l'UPR, l'UPG de Jean-Marie Doré et d'autres formations, l'UFR de Sidia Touré, toutes ces formations politiques étaient membres du CNT, sans compter les grandes centrales syndicales. Et pour être choisis, les partis politiques étaient obligés de faire des élections internes pour avoir des représentants ainsi que les syndicats. Donc cette légitimité ne peut pas faire l'objet de contestations. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas contre le débat. Honnêtement, je ne suis pas contre le débat, mais la constitution qu'on a ne peut pas faire. D'abord, les conditions de révision de la Constitution sont définies par elles-mêmes. L'article 152, que l'initiative de révision de la Constitution provient concurremment du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale. Et deux voies s'imposent, la voie référendaire
en ce moment, la révision est soumise, le projet de révision est soumis alors à un vote à la majorité simple des députés et renvoyé pour référendum. Ça, c'est la voie référendaire. La voie législative, c'est que le vote, c'est la majorité des 2/3 des députés pour réviser la Constitution. Donc, aucune Constitution au monde ne peut ne pas être révisée. Ça, je suis ferme là-dessus. S'il y a des juristes ou des politiciens qui ne sont pas d'accord, je suis prêt à discuter avec vous, dans la mesure où l'article 152 est clair. Bien. Mais la Constitution prévoit que certaines de ces dispositions ne peuvent faire l'objet de révision. Absolument. Alors, si on doit rester... On appelle les aspects intangibles. Alors, c'est clair. Alors, maintenant, le débat aujourd'hui, il est où? C'est que les gens sont plus portés sur le contexte. Si... la plupart, on est d'accord que le président a cette initiative de nous amener vers un référendum. L'Assemblée de même peut demander cela. Maintenant, ils se disent le contexte, c'est-à-dire en fin de deuxième mandat, pourquoi le président, tout d'un coup, lui et ses partisans peuvent décider d'aller vers une nouvelle constitution. Donc derrière, ils y voient une velléité de toucher justement ce qui est dit intouchable dans cette constitution. D'où la naissance d'autres mouvements anti aujourd'hui, puisqu'il y a les pros déjà qui existent. C'est là où je parle maintenant de la naissance du Front national de la défense de la Constitution. Front à la création duquel on ne vous a pas vu. Et cela a amené certains à s'interroger pourquoi Dansa n'est pas là, dans cette équipe mosaïque où il y a des politiciens de premier plan, des acteurs de la société civile de premier plan. Dansa n'est pas là. Et après, on vous prête le mot d'avoir même jugé la création de ce front de prématuré. C'est moi qui et d'ambitieux. On ne m'a pas prêté ces mêmes mots. Voilà. Et je les assume. Un, vous dites les acteurs de la société civile de premier rang. Qui sont-ils? En quoi est-ce qu'ils sont de premier rang? Et quels sont ceux qui sont de deuxième rang? Cette question-là, je n'ai pas la réponse. Vous l'accepterez avec moi. Si j'ai dit des, je n'ai pas dit les. Okay. Ça veut dire que vous en faites partie, mais vous n'étiez pas là. Certain. Aujourd'hui, vous êtes un acteur de la société civile de premier rang aussi. Alors, je termine. Quand on parle pour que cette émission soit possible, j'ai reçu une invitation. De votre part, non? Bien sûr. Est-ce que je peux m'inviter à une émission sans que je sois invité? Alors, c'est la rencontre qui a marqué le lancement de ce front. Je n'ai pas été invité. D'accord. Mais pas en tant que personne physique. Je peux ne pas venir. Parce qu'au-delà de l'opinion du CNOCS, j'ai une opinion personnelle. Mais je dois faire la démarcation entre l'opinion de l'organisation que je dirige et mon opinion personnelle. L'opinion de l'organisation prime sur mes opinions personnelles quand c'est un problème de la nation. Mais si je n'ai pas été informé qu'il y a une rencontre qui devrait se tenir. Donc vous n'avez pas été invité? Ni, je dis bien informé. À plus forte raison, convié. C'est très simple. On pouvait adresser une lettre à toutes les structures et que la trace soit là. Mais demandez aux organisateurs s'ils ont adressé une lettre à une quelconque quantité pour participer à un front. Demandez aux organisateurs s'ils ont consulté les plateformes de la société civile les plus significatives pour être là. C'est pourquoi j'ai parlé de prématuré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de consultations et il n'y a pas encore des éléments matériels irréfutables pour une nouvelle constitution. Il y a le débat et le débat est normal. Mais il n'y a pas de texte encore qui a été soumis à l'Assemblée. Ou d'actes concrets. Venant du président de la République. Et le président de la République ne s'est pas exprimé encore. Et le Premier ministre ne s'est pas exprimé non plus. Alors, pour vous dire vrai, nous avons estimé que c'est prématuré. Et pourquoi précipiter le lancement d'une telle coalition sans consulter au préalable tous les acteurs? Pourquoi? Est-ce que c'était le feu qui était derrière nous? Ou bien c'est une menace de catastrophe naturelle? Je ne vois pas de raison qui peut amener des personnes à vouloir parler au nom de toute la société civile sans consulter tous les acteurs. Cette précipitation-là, se cache derrière un esprit. Et lequel, selon vous? Peut-être un esprit pernicieux qui veut que certaines se tapent les prérogatives d'être les vrais défenseurs de la Constitution. Et pourtant, il ne peut pas avoir un défenseur de la Constitution plus que moi dans ce groupe-là. Bien. Je n'en vois pas. Membre du CNT, secrétaire exécutif du CNT, porte-parole du CNT. Vous l'avez été. Je l'ai été. Donc, bien. Je ne vois pas. Et il y a beaucoup d'autres qui sont là-bas, qui ont déjà transgressé la Constitution dans le passé. Et moi... Comme qui, par exemple? Ils sont nombreux. Tous qui étaient avec Lansana Conté ont contribué pour faire sauter le verrou constitutionnel, pour que Lansana Conté se présente au pouvoir. Alors, ceci m'amène à dire, ce n'est pas pour des raisons d'exemplarité ou des raisons de conviction que certaines personnes ont été conviées et d'autres pas.
C'est que derrière, il y a une volonté de leadership, parce que quand on pense que d'autres peuvent faire ombrage, on prend soin de les éviter dans un débat de ce genre. Je ne suis pas le seul. Il y a une dizaine de plateformes de la société civile en Guinée. Qui n'ont pas été invitées. Vous en connaissez combien qui ont été là-bas? Si vous connaissez le nombre, dites-moi. En tout cas, sur le plan politique, d'abord, vous avez tout de même Papa Koli, lui, qui s'est plaint de ne pas avoir été invité à la mise en place de ce front. Et puis 24 heures après, il est quand même nommé au gouvernement. Maintenant, au sein des membres de la société civile qui sont dans ce front-là, il y en a qui exploitent déjà les relations trop froides entre vous et M. Sanou de la PQD. Est-ce que c'est ce qui a fait que ces deux hommes ne s'entendent pas, qui fait que Dansa n'est pas aujourd'hui dans ce front, tout simplement? D'ailleurs, est-ce que vous pensez que cette relation froide entre vous et le président de la PQD fait que vous ne pouvez pas cohabiter dans ce genre de débat? En tout cas, j'ai fait déjà un premier geste. Quand il s'agissait de la revendication pour le carburant, c'est moi qui me suis déplacé, aller à la PQD, à la demande de la jeunesse, qui m'ont dit, mais tu es le patron de la plus grande et la plus ancienne organisation de la société civile, tu dois te déplacer envers les autres. Je me suis déplacé, je suis allé, on a harmonisé les positions, on a organisé la marche ensemble. Je n'ai pas... Vous savez, j'ai une philosophie de la vie. Papa Koli, c'est un autre cas, hein? On est tous Kourouma. On dit que les moutons se promènent ensemble et ils n'ont pas les mêmes prix. Moi, je ne suis pas un envieux du pouvoir. Je ne suis pas un envieux des postes de responsabilité, sinon je l'aurais été. Il suffit seulement d'être démagogue dans ce pays pour être bombardé ministre. Je n'ai pas d'envie, moi, envie personnelle pour occuper une position. J'ai une conviction de marquer mon temps pour le service que je rends à mes concitoyens, de rendre mon nom immortel à cause de mes œuvres. Mais je ne suis pas envieux pour occuper une position, sinon je l'aurais été. Donc, ça veut dire que dans ça, le CNOCS aurait bien pu appartenir à ce front dit de défense de la Constitution si les modalités de création préalables avaient été respectées. Vous informez, vous associez, vous consultez, vous auriez pu faire nous inviter. Voilà, vous inviter. On pouvait venir peut-être autour de la table, faire nos remarques. Parce que les associations avec les partis politiques, je suis un peu prudent là-dessus, parce que ça ne se termine jamais. J'en ai vu des cas. Le forum des forces vives, il a fallu seulement que Jean-Marie Doré soit nommé Premier ministre pour que le forum se disloque. Écoutez, je connais ce genre de comportement. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. C'est trop pernicieux de penser qu'un acteur de la société civile qui défend des intérêts non partisans, des intérêts impartiaux, des intérêts généraux de la population, s'entende avec une entité qui défend des intérêts partisans ou des intérêts d'un groupe ou dont la vocation est de la conquête du pouvoir. Et nous, on sait faire la conquête du pouvoir. Alors, notre association, c'est temporaire. Mais pourtant, on pouvait avoir des synergies d'action, se concerter sur des actions à mener et faire des harmonies, au lieu de créer une entité. Et le front ressemblerait à une alliance politique. Vous savez, partout on parle de front, vous le savez bel et bien que ça. C'est pourquoi le mot forum des forces vives n'est pas tombé par hasard. Bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, que vous soyez dedans ou pas aujourd'hui, vous avez des reproches à faire à ce front. D'abord par la manière dont il est né et peut-être sa composition. Vous pensez que ça n'inspire pas confiance? Si vous avez remarqué, je n'ai pas de plainte particulière contre le front. Bien. La liberté d'association est consacrée par la Constitution. Par conséquent, je la défends rigoureusement. Mais je justifie mon absence. Et les membres de ce front devraient avoir l'honnêteté morale de dire aux auditeurs, aux Guinéens, nous n'avons pas invité Dr Dansa, nous n'avons pas invité le CNOCS, nous n'avons pas invité la CONASOC, nous n'avons pas invité la CANEG. Je ne sais pas d'autres organisations qui n'ont pas été conviées. Ils devaient avoir l'honnêteté de le dire devant les auditeurs que de laisser les soupçons parler. En Guinée, quand on est société civile, il faut regarder les gens droit dans les yeux, vous dites ce qu'il y a. Ils doivent le dire. Et c'est à eux de démontrer pourquoi le CNOCS n'a pas reçu une correspondance ou une information. Ça doit se tenir au siège d'une organisation. Je n'ai pas de problème personnel avec la PQD. Je vous le dis. Donc ni avec Sano. Ni, plus forte raison avec Sano. Je me suis rencontré avec Sano plusieurs fois. Et d'ailleurs, un mois avant le lancement du front, Sano et moi, on s'était rencontrés. Grâce à l'implication des jeunes toujours. Parce qu'il y a des jeunes citoyens guinéens tapis dans l'ombre qui travaillent pour l'unité d'action. Ce jour-là aussi, c'est moi qui me suis déplacé pour venir rencontrer Sano. Je le dis devant les auditeurs, il faut qu'on arrête de prêter des fausses intentions aux gens. Que chacun ait le courage d'assumer ses actes. S'ils ont fait ce front sans nous convier, qu'ils assument les conséquences.
Et le CNOSC a fait une réunion le mercredi passé, au cours de laquelle il y avait 50 organisations nationales et tous les démembrements de Conakry. On a décidé de ne pas appartenir à ce front. Ce n'est pas ma position, c'est la position du CNOSC et de ses entités affiliées. C'est une position claire et nette, qui ne souffre pas d'objet, qui ne fait pas l'objet d'ambiguïté. Ce qui ne veut pas dire que dans ça est pour une sorte de... quel est le concept qui est le plus employé de la Constitution, c'est-à-dire de révision, mais en tout cas illégale ou malsaine. Non, je suis un fervent, je reste et demeure un défenseur de la Constitution, même si je n'écris pas sur mon dos, défenseur de la Constitution. D'ailleurs, la Constitution dit que tous les citoyens ont l'obligation, ont le devoir de défendre la Constitution et les lois. Alors si toi tu écris sur ton dos, je défends la Constitution, c'est comme si les autres sont des pourfendeurs de la Constitution. On n'a pas besoin de remarquer ceux qui sont défenseurs, ceux qui ne le sont pas. Donc le tigre ne déclare pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. Bien. Je suis d'accord, depuis que vous m'avez connu dans cette antenne, sur ce plateau, j'ai une fois évoqué des mots contre les dispositions de la Constitution et des lois. Non, je parle en tant que leader aujourd'hui, c'est parce que je suis protégé par la Constitution, notamment l'article 10. Et la Constitution actuelle, j'en suis l'un des concepteurs, j'étais l'un des acteurs qui ont joué un rôle important là-dedans et je l'assume. Bien. Même si elle n'est pas parfaite. Alors, aujourd'hui, quel regard, quelle analyse vous faites de cette ambiance aujourd'hui sur la scène publique? Des mouvements comme à l'époque de Lansana Conté, comme à l'époque de Dadis, Dadis reste, Dadis s'en va, Lansana Conté ton pied mon pied, aujourd'hui c'est à l'enfer, à Moulanfé, c'est le front de défense, c'est Brassard Rouge. Quelle lecture vous faites derrière tout ça? Du côté des pros, est-ce que vous y voyez une velléité? Parce que mon frère Bailo dit gilet rouge, mais la couleur n'est pas rouge, elle est orange. Donc je voulais le faire remarquer ça. En fait, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes personnes qui étaient derrière Lansana Conté, qui ont poussé Lansana Conté à faire, sont repartis entre le pouvoir et l'opposition aujourd'hui. Comme si Dieu savait que... Ils sont toujours sur la scène. Ils sont toujours sur la scène. Les Guinéens, je parle du citoyen guinéen, sous l'emprise du complexe ethnique, sous l'emprise d'un certain complexe d'infériorité, n'est jamais arrivé à marquer un changement véritable sur l'échiquier politique. Les Guinéens n'ont pas osé voter pour changer. On vote pour subsister. Nous sommes complaisants quand on vote. On n'est pas capable de voter conséquemment. Nous avons toujours les dirigeants que nous méritons. Parce que c'est nous qui votons. Alors, si les mêmes personnes sont encore sur la scène politique, c'est parce que le citoyen guinéen se plaît dans ça. Bien. Et quelle que soit ma volonté et ta volonté, je ne peux pas parler au nom d'un citoyen qui n'est pas d'avis avec moi. Le rôle de vous et nous, médias et société civile, c'est donner la lumière au peuple pour que chaque individu retrouve son chemin. Notre rôle n'est pas de prendre quelqu'un, de le mettre sur un chemin. Notre rôle, c'est de lui donner l'information. Le chemin là, il amène à Rome. Le chemin là amène à la Kaaba. Bien. Le chemin là amène à Jérusalem. C'est à toi de savoir si tu es chrétien, tu dois aller à la Kaaba ou tu dois aller à Jérusalem. Alors, nous n'avons pas une obligation de malmener les gens pour qu'ils prennent une position, mais nous avons une obligation de les informer sur les conséquences, les avantages des actes qu'ils posent. Et quand vous voyez aujourd'hui ces mouvements qui foisonnent, ces retrouvailles à l'intérieur du pays, d'abord de ceux qui sont du côté de la gouvernance aujourd'hui, qui sont en train de promouvoir, oui, pour une nouvelle constitution, pour une nouvelle république. On voit tellement de bannières aujourd'hui à Kaloum, à Mandiana, il y a eu des organisations, à Koya, à Doubrika, pour les pro-nouvelle constitution. Est-ce que vous, comme certains le disent aujourd'hui, vous voyez une velléité de faire quelque chose d'anormal? Même si pour l'instant vous dites que le président... La velléité, elle est tangible, elle est manifeste. Mais cette manifestation de cette velléité a été cautionnée par ceux qui se déclarent être des contre. Des anti. Des anti. Pourquoi? Des choses qui sont tapies dans l'ombre. Si vous les mettez à la place publique, c'est que vous voulez un débat. Et finalement, si ceux qui sont contre la Constitution l'emportent, c'est que ceux qui ont cautionné ce débat-là seront comptables de ça aussi. Nous avons dit au CNOSC, on n'en parle pas de troisième mandat parce que ce n'est pas possible au vu de la Constitution actuelle. C'est pas possible. Est-ce que la Constitution parle de troisième? Est-ce que la disposition de la Constitution
et prévoir que ce point peut faire l'objet de révision. Non. Alors pourquoi débattre quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution si on ne veut pas pourfonder la Constitution? Alors ceux qui semblent être contre, j'ai l'impression que c'est une infiltration. Ils sont là-bas pour cautionner. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on touche à la Constitution et je n'en parle pas. Je ne fais que rappeler les dispositions de la Constitution. Mais je suis un individu, j'agis au nom d'une entité qui est limitée dans le nombre. Je ne peux pas m'approprier de la souveraineté nationale en tant qu'individu. Si je le fais, c'est aussi une violation de l'article 3 de la Constitution. Bien. Donc, une fois encore, c'est des mouvements honteux, tout simplement. De part et d'autre. De part et d'autre, c'est honteux, c'est des mouvements qui sont de nature à transgresser la Constitution, c'est les pourfendeurs de la Constitution. Ceux qui défendent la Constitution ne peuvent pas cautionner, faire la publicité de ce qui n'existe pas. Bien, et de ce qui est interdit. Voilà. Et donc, au-delà de ce débat aujourd'hui, il y a un risque qui nous guette, je le disais tout à l'heure avant de terminer cette première partie. Là, c'est l'acteur de la société civile qui s'exprime là. D'ailleurs, c'est le même qui s'exprime depuis le début de l'émission, mais qui travaille plus pour la pacification, la sensibilisation. Qu'est-ce que vous comptez faire si vous voyez, au même titre que moi, ce risque-là? Parce que il y a des prémices d'affrontement sur le terrain aujourd'hui. C'est tangible. Il y a des gens qui s'affrontent, les oui, les pro-oui, les pro-non, qui sont affrontés à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez qu'il faut quelque chose pour arrêter cela? D'abord, la justice doit faire son travail. Si je vois des partis politiques se constituer pour dire qu'ils sont défenseurs de la Constitution, ça me fait grincer les dents un peu. C'est normal, hein? C'est la démocratie. Mais qu'en est-il de la Cour constitutionnelle? C'est le gardien de la Constitution. Quelle est sa position? Le débat constitutionnel au Sénégal, le Conseil constitutionnel sénégalais s'est prononcé. D'accord. Alors, s'il n'y a pas un texte qui va à la Cour constitutionnelle, elle n'a pas à se prononcer. Parce qu'elle ne s'auto-saisit pas. Elle est saisie. Et elle est le premier. La ligne de défendre la Constitution, en première ligne, c'est les citoyens. En deuxième ligne, c'est... Comment je vais appeler ça? C'est l'exécutif, c'est-à-dire c'est les autres institutions. La dernière ligne de défense, c'est la Cour constitutionnelle. C'est à elle. Quand les citoyens sont déviés, sont partagés sur une décision, quand ça arrive à la Cour, elle doit être capable de dire le droit. Si ce n'est pas possible, est-ce que la Cour aura la capacité de dire non au moment opportun? Bien. Alors si cette Cour-là, nous la court-circuitons, nous la noyons dans un débat infini, là, le moment viendra, ça sera de la bamboula. Nous aurons orchestré une situation favorable à une confusion généralisée. Mais la justice doit faire son travail. Je condamne fermement qu'on arrête les gens qui sont contre et laisser ceux qui sont pour s'épanouir. Je suis contre. Et c'est du 2 poids 2 mesures. La justice guinéenne, une fois encore, si on ne veut pas que l'État s'écroule, a l'obligation de faire son travail. Bien. Et ça, ce travail-là, l'exige à empêcher des arrestations arbitraires de personnes qui brandissent des banderoles pour dire on est contre la modification et on laisse la place, l'espace public à ceux qui sont pour. Je condamne aussi, avec la dernière énergie, du fait que les libertés de manifestation sont bâillonnées aujourd'hui. On fait du 2 poids 2 mesures. On permet à des cadres de l'État d'aller mobiliser d'aller haranguer à l'intérieur du pays, et les autres qui ne sont pas d'accord, ils sont étouffés. Je suis contre ça. Bien. Mon rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est la défense de l'intérêt général. Dès que je sors de ça, je rentre dans des intérêts catégoriels ou politiciens, je dois démissionner de mon poste. Et ça, je suis contre ceux qui se battent pour dire pour ou contre. Par contre, le débat... Peut-être qu'il faut même arrêter tous les deux si ça arrive à l'affrontement maintenant. Il faut arrêter les deux. Il faut aujourd'hui un discours fort du Premier ministre pour demander une fois encore qu'on doit arrêter ce populisme à l'intérieur du pays. Bien. Parce qu'il n'y a pas de nouveau texte qui a été soumis à l'appréciation du peuple guinéen. Alors on se prononce à quoi? Contre quoi? On se prononce en faveur de quoi? C'est une façon de tester la mentalité de la population et faire passer la pilule au moment opportun. Il faut qu'on refuse ce genre de machination. Et il y a des gens qui sont experts dans ça et ils se trouvent dans les deux bords. Bien. Il faudra donc arrêter cette scène avant que ça n'arrive à, on va dire, l'incontrôlable de part et d'autre. Et je pense que ce acte fort doit venir, comme il a dit, du Premier ministre, pourquoi pas même du Président de la République, parce qu'on lui prête aussi les propos d'avoir parlé d'affrontements qui se sentent aujourd'hui sur le terrain. Nous reviendrons tout de suite après la pause thé pour débattre des 2 autres sujets du jour. À tout de suite.
Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité Dr Dansa Kourouma, président du CNOCS, le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Vous avez compris dans la première partie, au cœur de ce débat relatif à la Constitution, oui ou non pour une nouvelle. Évidemment, il a donné sa position, sa lecture des faits. Et puis, à présent, nous allons parler de ces deux autres sujets. Lutte contre les détournements de deniers publics. Le cas Paul Moussa Diawara, la sentence est tombée cette semaine, vous l'avez compris. 5 ans de prison ferme de la justice, il va tout droit en prison. Et puis, confiscation de biens, remboursement de plus de 39 milliards de nos francs, 9 milliards comme dommages et intérêts, et puis 50 millions comme amende, lui et son ancien comptable, selon ce qu'on apprend. Est-ce que la main du juge a été assez lourde? Évidemment, est-ce que c'est un signe fort pour ceux-là aussi qui sont mêlés à des situations de détournement? La question est posée. Je suis toujours sur ce plateau avec Dr Dansa Kourouma. Alors oui, docteur, vous avez sans doute suivi cette actualité. Je me rappelle qu'à un moment, le président de la République vous avait reçu, société civile, et vous avez mis sur la table les questions de gouvernance dans la transparence et de nécessité qu'il y ait une lutte farouche contre les détournements de biens publics et contre la corruption. Aujourd'hui, le cas Paul Moussa, qu'est-ce que ça vous inspire? Honnêtement, d'abord, à la fois, j'apprécie le combat qui est mené contre la corruption, contre les détournements. C'est une volonté qu'on doit saluer et apprécier. Mais cette lutte doit obéir à un certain nombre de choses. Il faut bien qu'on se dise les choses clairement. Il ne faut pas faire un acharnement unilatéral contre une catégorie de personnes et d'autres baignent dans une impunité totale. Je vais vous prendre des exemples. On a dit ici qu'il y a un montant de combien de millions de dollars qui a été saisi aux dépens d'un cadre de l'État qui est en fonction. 9 millions de dollars au Sénégal. Au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez entendu derrière? Est-ce qu'il y a une enquête là-dessus? Rien. Rien, sauf une conférence de presse. Un dossier de ce genre devrait être poursuivi et l'opinion devrait être informée. Il y a le cas de l'OGC, de la Lonagui, l'OGC et d'autres cas encore. Mais attends, ceux-ci sont libérés, donc c'est prison avec sursis. Et Paul Moussa Diawara, qui est un homme politique, parce qu'il est président d'un parti politique, allié à la mouvance, a le dernier de la sentence. Je crois que c'est important pour nous, les citoyens, de nous interroger sur le caractère anodin de ce jugement. Je n'ai pas le droit de m'opposer, ni de m'attaquer à une décision de justice. Mais en tant que leader d'opinion, je recommanderais que la lutte contre la corruption soit une lutte sans pitié et que ça ne soit pas de deux poids, deux mesures. Alors, le remboursement de l'argent, oui, n'est-ce pas? Une condamnation de 5 ans de prison comme ça a été pour les autres. Mais le cas, c'est vraiment, c'est de la tolérance zéro dans ce jugement-là. Et si ça se faisait pour tous les communes de l'État, la Guinée allait se porter bien. Mais malheureusement, sauf preuve du contraire, c'est le cas Paul Moussa Diawara qui est un cas d'école. Et tous les autres cas suspects, on n'a pas encore une information claire et la sentence n'est pas la même pour ces autres cas. Alors, je redoute un règlement des comptes. Et ça, ce n'est pas du tout à l'avantage de notre justice. Et la justice a une obligation de rendre son jugement conformément à la loi. Et s'il y a une quelconque influence politique, ce n'est pas acceptable. Je ne l'ai pas dit que cela a été, mais je mets
en garde, parce que tout se saura dans la vie. Rien ne restera inconnu dans la vie. Et la société civile aussi, évidemment, est une structure d'enquête aussi. Il peut fouiner et savoir ce qui se passe. Mais en même temps, d'autres analysent le fait, Paul Moussa, comme la résultante d'un contexte où les magistrats sont fâchés contre aussi un éminent acteur du pouvoir qui s'est attaqué à eux, à leur corporation. Donc, qui disent que cette fois-ci, peut-être que les magistrats ont voulu avoir la main lourde comme quelqu'un qui est dit être allié du pouvoir et qui est mêlé à une situation de détournement. Donc il fallait envoyer le signal. Est-ce que vous pouvez calculer la chose dans ce sens aussi? De ce qu'on fait, la justice, c'est le baromètre de la société. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'État. Alors, à ce titre-là, je prends avec des pincettes. Et je n'ai pas de preuve que les juges ont été amenés à accorder la sanction maximale au regard du contexte. Mais je crois que le contexte est important dans ce procès. Paul Moussa Diawara était devenu un peu gênant au sein de la grande famille. Et il se permet d'organiser des mouvements à l'intérieur du pays. Le pouvoir a horreur de ça. Si vous êtes un commis de l'État, vous avez la main dans la chose publique, il faut être prudent par rapport aux actes que vous posez. Sinon, c'est facile. Surtout aux actes de défiance par endroit. C'est facile d'en finir avec vous. Mais je ne veux pas que la justice, et c'est mon souhait le plus ardent, se prête à un tel jeu. En tant que structure de lanceuse d'alerte, si on peut le dire ainsi aussi, le président même, vous l'avez dit la dernière fois, oui, dans ça, dites-nous partout où il y a détournement, il faut attirer notre attention. Est-ce que vous voulez dire, à partir du cas Paul, même s'il y a certaines anomalies, des questions qu'il faut se poser, mais est-ce que, à partir de ce cas, c'est le point de départ et qui oblige le gouvernement à aller vers d'autres cas de détournement sur lesquels vous pourrez attirer leur attention, tout comme la presse aussi? C'est clair. Si on a commencé avec Paul, et il faut aller jusqu'au bout. Si ça s'arrête par Paul, tout portera à croire que c'était un règlement de compte. Donc ça doit se poursuivre les jours à venir. Et ceux qui gèrent les biens de l'État doivent justifier quand même d'un certain nombre de choses. Mais j'écoute des commentateurs sur les réseaux sociaux. Si on avait appliqué cette tolérance zéro depuis la nuit des temps, la Guinée aujourd'hui allait avoir des devises à perte de vue, des stocks inépuisables. Parce que quand vous voyez Conakry, les réalisations qui sont faites, il y a des cadres de l'État. Des agents de l'État. Des agents de l'État, parfois qui gèrent des régies financières, qui se permettent d'aller pulvériser de l'argent à l'intérieur du pays au nom du pouvoir. Ils ne sont pas inquiétés. Dans un pays où la justice avait les mains, les coups de franche, des genres de choses, c'est un procureur qui se saisit du dossier pour enquêter l'argent qui a été distribué. Comment peut-on justifier cette distribution? On n'a pas besoin de demander l'avis du Premier ministre ou d'un quelconque acte. C'est un procureur qui allait enquêter sur le dossier. Prenez le cas des pays où la séparation des pouvoirs est réelle, où la justice a une certaine indépendance. Aux États-Unis, le procureur déclenche une enquête même contre le président de la République. Bien. Et puis on termine finalement par un tout autre sujet, le processus électoral. Nous sommes un peu dans une phase assez froide en ce qui concerne les élections législatives à venir, puisque pour l'instant, la phase précédente n'est pas encore terminée. Les conseils régionaux ne sont pas installés, les chefs de quartier non plus. Et la société civile est quand même observatrice et par endroit acteur. Quel est votre regard, votre analyse de ce retard accusé? On ne nous dit pas quand on va installer les conseils régionaux et les chefs de quartier, à plus forte raison, les élections législatives à venir. C'est une très bonne question. C'est l'une des raisons qui nous amène à prendre nos distances de ce regroupement qui existe. Nous pensons qu'il y a d'autres enjeux importants et que la société civile doit continuer à veiller dessus. C'est le cas de l'achèvement du processus électoral, notamment les élections communales. Jusqu'à présent, les chefs de quartier ne sont pas mis en place. On ne parle même pas des conseils régionaux. Plus forte raison, le Haut Conseil des collectivités. Bref, nous sommes dans une situation où un autre précédent s'est créé. Un an, une élection. C'est comme si, même si on renouvelait tous les chefs de famille en Guinée, un an. On aurait fini en un an. On aurait fini en un an. Mais aujourd'hui, renouveler les communes rurales et les communes urbaines, les quartiers et les régions, on est incapable d'achever ce processus après un an.
posons-nous la C'est question. scandaleux. C'est inquiétant, c'est alarmant. Et je dirais même c'est abracadabrantesque, s'il faut le dire. Ouais. La réalité des faits est que les lois qui nous gouvernent ne prennent pas en compte nos réalités profondes. C'est des lois qui sont taillées sur mesure et qui sont influencées par la respiration des leaders, des hommes politiques. Bien. Dès qu'on émette une inspiration, les lois vibrent En fonction au rythme de de cette respiration. Il faut qu'on arrête cette instabilité. La Guinée doit se doter de lois inviolables, comme l'a dit Jerry Rawlings au Ghana, qu'il fera des institutions de telle sorte que ces institutions même résisteront à Dieu. Bien. Alors, faisons de telle sorte que nos lois soient respectées. Mais le code électoral a été taillé sur mesure après l'accord politique du 12 octobre pour mettre là-dedans des dispositions qui ne sont pas du tout applicables. On les a dit. Soit vous organisez des élections dans les quartiers et vous n'en faites pas d'élections du tout. Que les quartiers soient nommés par la commune. C'est-à-dire le conseil communal mis en place, par délibération du conseil, on met en place les chefs de quartier. C'est mieux. Et la commune qui a une légitimité sur le quartier, qui en est une section de cette commune, peut avoir une autorité sur le quartier. Et ça, si un chef de quartier faillit, le maire peut le révoquer par décision après avis du conseil communal. C'est une forme de démocratie. Ou à défaut, organiser des élections dans les quartiers. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de désignation. Nous sommes dans un processus politiquement incorrect qui n'est pas applicable. Qu'il faut pourtant achever pour aller vers les élections Aujourd'hui, on ne parle même pas d'élections législatives. C'est pourquoi les partis politiques se plaisent dans ce mutisme-là autour des élections législatives. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà pris fonction à l'Assemblée. Ils vont siéger illégalement, sans aucune forme de légitimité, et continuer à dilapider l'argent des contribuables. Mais les élections qui doivent renouveler leur mandat, on n'en parle pas, ou on s'attaque à la Constitution. C'est comme c'est une fuite en avant. C'est incohérent. C'est incohérent. Et vous avez pris part donc à cette rencontre du comité de suivi hier ou pas? Parce que j'étais présent. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, mais vous vous êtes retrouvé hier en comité de suivi des accords. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là aussi? En résumé, il y avait plusieurs mois, 6 mois qui sont écoulés entre la 25e session et la 26e qui a eu lieu hier. Le ministre a pris la parole pour présenter ses excuses. Et deuxièmement, ils ont mis à disposition de l'ensemble des acteurs la copie, la version officielle de l'audit du fichier. D'accord. Et ce document a été distribué. D'ailleurs, la société civile organisera une rencontre le vendredi sur ce document pour présenter aux autres acteurs et prendre des positions. Enfin, les acteurs ont eu la parole dans le cadre des échanges. L'UFDG a fait état de sa frustration par rapport à la justice à double vitesse ou la sécurité à double vitesse. On sécurise les promoteurs de la révision de la Constitution, on bâillonne ceux qui s'opposent à la révision de la Constitution. Alors, ces 2 poids 2 mesures a été dénoncé par l'UFDG, mais également l'interdiction des manifestations et la restriction des libertés d'association. C'est autre sujet, entre autres sujets qui ont été abordés au cours de ce débat, mais le point essentiel était la remise du document officiel de l'audit du fichier. Donc chaque entité doit faire des recommandations. Exactement, chaque entité doit exploiter ce document et faire des recommandations. Mais c'est notre avis en tant qu'ECNOX. Nous estimons que la CENI est l'artisan principal de ce document. Parce que la commission technique d'audit du fichier était composée de l'opposition, de la mouvance et de la société civile de la CENI. Tout le monde était dans ce rapport d'audit. Comme on est d'accord sur le contenu, la CENI doit prendre des dispositions pour sa mise en application en proposant une matrice décisionnelle et un agenda de mise en œuvre. Ceci ne doit pas remettre en cause le calendrier des élections, surtout l'élection présidentielle. On a déjà débordé sur les législatives, il y a déjà un glissement qui a été cautionné par l'opposition et aujourd'hui nous sommes en train de lorgner l'élection présidentielle. Il faut qu'on termine avec cette histoire du fichier. Il n'y a aucun fichier qui soit parfait dans le monde. Même aux États-Unis, on parle de vote fictif, on parle de collision, on parle de piratage de systèmes informatiques par un bug informatique causé par la Russie. Bref, aucun fichier électoral n'est parfait, mais il faut s'accorder sur le plus petit commun dénominateur et aller ensemble pour parfaire parce que la souveraineté de tout compte fait appartient au peuple. Bien. Et puis, c'est quand même une reprise de la réunion du comité de suivi que nous suivrons de près.
évidemment, puisque chacun en ce moment est en train de faire lecture des résultats de cet audit. Nous reviendrons là-dessus. Docteur Dansa Kourouma, c'est un plaisir de vous avoir. Merci en tout cas de nous avoir reçus, à moins que vous n'ayez un message à l'endroit. Je demande une fois encore à nos compatriotes, à ce stade de l'histoire de notre pays, d'être vigilants, d'être sereins. Et il revient à nous, les citoyens, de défendre la Constitution. Aucune entité politique ou sociale ne peut s'en approprier l'exercice. Que chaque citoyen participe à ce débat avec responsabilité, qu'on n'accepte pas du tout de nous faire avaler des choses qu'on ne veut pas avaler, parce que c'est de notre responsabilité de défendre la Constitution, les lois, contre toute forme de transgression. Et cette transgression peut être bien planifiée ou ça peut être faite. Du fait de cautionner un troisième mandat et de s'opposer à quelque chose qui n'existe pas, c'est une façon d'encourager les autres à aller de l'avant. Donc je demande chacun de la responsabilité. En tout cas, le CNOCS se battra pour que les dispositions de la Constitution soient respectées. Respectées parce que la Constitution peut faire bel et bien l'objet de révision conformément aux dispositions de l'article 152, mais il y a d'autres dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Alors faire un débat unilatéral pour dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution, c'est une violation de la Constitution elle-même. Vouloir changer les intangibilités constitutionnelles est une violation de la Constitution. Alors il faut que le débat soit serein pour que nous, acteurs, nous donnions à la population de la vraie information pour que chaque citoyen prenne en connaissance de cause ses responsabilités. Bref. Merci d'être passé une fois. C'est à moi de vous remercier. Merci. Voilà, mes téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Un plaisir de vous avoir eu encore. Et à demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.